nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales. Je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Monsieur le chef de l'opposition. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Un thème se dégage déjà des premiers mois de ce gouvernement, soit l'improvisation et la volte-face. Je vais vous citer quelques exemples. Le premier ministre sur l'immigration dit « Ces 18 000 dossiers vont devoir être traités avec les anciennes règles. Après, on va mettre en place nos mesures. » Son ministre de l'Immigration dépense ensuite 19 millions pour jeter à la poubelle les 18 000 dossiers. Le premier ministre affirme que nous devons bien traiter les lanceurs d'alerte. Son ministre de l'Agriculture envoie le lanceur d'alerte, Louis Robert. Le premier ministre, après avoir dénoncé pendant des années ce qu'il a qualifié de bordel informatique, bien le shérif de la pelleterie ne voit plus maintenant l'intérêt de faire enquête. Le premier ministre s'est vanté pendant des mois qu'il va déchirer dès qu'il pourra l'entente avec les médecins. Il est clair maintenant que son ministre ne le fera pas. Sans parler qu'on apprend ce matin de sa ministre de la Santé qui est sous surveillance, Monsieur le Président. Elle ne fait pas ce que le premier ministre veut. On ne sait plus qui décide, on ne sait plus qui sauve qui, on ne sait plus qui tient parole. Le premier ministre ne peut pas continuer à se défiler. Il ne peut pas éviter toutes les questions en attaquant constamment l'ex-gouvernement libéral. Est-ce que le premier ministre peut agir en gouvernement responsable et cohérent et s'assurer que ses ministres vont respecter ses propres engagements à lui? Monsieur le premier ministre. Oui, Monsieur le Président, je sais que le chef de l'opposition officielle n'est pas habitué de voir un parti qui respecte ses engagements lorsqu'il arrive au gouvernement. On avait promis des récréations, 2 récréations de 20 minutes. On l'a fait. On avait promis des baisses de taxes. On l'a fait. On avait promis des maternelles 4 ans. On est en train de le faire. On avait promis de renégocier avec les spécialistes. On s'est entendu avec les spécialistes pour avoir une étude comparative. Et dès qu'on va l'avoir, il va y avoir une nouvelle négociation avec les spécialistes. Maintenant, concernant l'immigration, Monsieur le Président, on avait, au cours des dernières années, des gens qui attendaient 3 ans, 10 ans, 13 ans avant d'avoir une réponse à leur demande. On va mettre en place un nouveau système. Si les personnes répondent aux besoins du marché du travail et connaissent le français, ils vont maintenant être acceptés en moins de 6 mois. Je sais que les libéraux ne sont pas habitués de voir autant d'efficacité, mais qui s'habitue? Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Hier, le premier ministre a tenté de corriger les erreurs de son ministre de l'Immigration. Au lieu de recevoir une lettre du ministère, une lettre impersonnelle et inhumaine, les demandeurs, écoutez, vont recevoir un appel. Est-ce que le premier ministre, si c'est si extraordinaire que ça, est-ce qu'il va continuer dans cette voie? Est-ce qu'il va respecter sa parole? Et est-ce qu'il va appuyer notre motion cet après-midi qui sera débattue, c'est-à-dire traiter immédiatement les 18 000 dossiers? C'est le simple respect humain qui leur commande. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, c'est quand même incroyable. Le chef libéral nous dit on a 18 000 dossiers, donc pour plus de 40 000 personnes. Il y a des dossiers qui traînent depuis 13 ans. Il y a des gens parmi ceux-là qui ne parlent pas français. Il y en a qui ne répondent pas aux besoins du marché du travail. Mais le chef de l'opposition officielle demande de continuer à se traîner les pieds puis à ne pas se concentrer sur les priorités. Nous, on va mettre un nouveau système. Les gens qui répondent aux besoins du marché du travail et qui parlent français vont être acceptés en dedans de 6 mois. C'est ça, être efficace. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Le problème, Monsieur le Président, c'est que quand on ne tient pas sa parole, c'est clair que les gens ne nous croient plus. Avant le dépôt du projet de loi, le premier ministre n'a même pas obtenu de son ministre de l'Immigration le nombre de personnes qui vont vivre les conséquences de cette volte-face tout à fait inhumaine. Visiblement, il y a 2 poids, 2 mesures. On peut en parler à la députée de Châteauguay. Comment peut-il tolérer que ses ministres fassent exactement l'inverse de ce que lui a promis aux Québécois? Monsieur le premier ministre. Oui, Monsieur le Président, j'invite le chef de l'opposition officielle
à rappeler à l'ordre sa députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Moi, je trouve ça gênant pour quelqu'un qui veut devenir chef de faire une sortie un dimanche matin en disant des choses qui ne sont pas exactes aux Québécois. C'est pas vrai qu'il y a des personnes qui vont être renvoyées. C'est pas vrai, Monsieur le Président. Pour les travailleurs temporaires qui sont au Québec, il n'y a absolument rien de changé. Vous savez quoi? Je pense que la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne le savait, en plus. Je ne comprends pas comment il tolère. Monsieur le leader de l'opposition officielle, votre collaboration et votre attention, s'il vous plaît. La parole vous appartient, Monsieur le leader. Je serai court, Monsieur le Président. Vous le savez, vous connaissez notre règlement. On ne peut pas imputer des motifs. On ne peut pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Puis on ne peut pas susciter... S'il vous plaît. On ne peut pas susciter, Monsieur le Président, de débat lorsqu'on est dans cette fonction de ministre ou, pire encore, de premier ministre, Monsieur le Président. Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, le premier ministre répond à la question qui a été posée par le chef de l'opposition officielle, qui touche notamment la question de l'immigration. Le premier ministre répond à cette question-là. La porte-parole de l'opposition officielle, c'est la députée de Sainte-Marie-Sainte-Anne. C'est elle qui amène... Saint-Henri-Sainte-Anne. Et c'est elle qui amène le débat lors d'un dimanche. Elle a fait des affirmations, des allégations. Question de règlement ou une réponse... Si on pouvait, monsieur, vous compléter, monsieur le leader du gouvernement, s'il vous plaît. Simplement vous dire, Monsieur le Président, que le premier ministre répond à la question. Merci. On poursuit. Troisième complémentaire, monsieur le chef de l'opposition officielle. Je pense que l'improvisation a assez duré, Monsieur le Président. Les Québécois ont le droit de savoir que quand le premier ministre parle, est-ce qu'il tient parole? Monsieur le Président, le premier ministre a deux choix. Ou bien il respecte les engagements, il respecte ce qu'il dit aux Québécois, ou bien il doit admettre qu'il a totalement perdu le contrôle de son gouvernement. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, jusqu'à ce que mon collègue, le ministre de l'Immigration, dépose son projet de loi, le gouvernement était obligé de traiter tous les dossiers qui sont en retard de 13 ans, jusqu'à 13 ans. Donc, la seule façon efficace de régler le gâchis qui était laissé par le gouvernement libéral, c'est de recommencer à zéro, puis de dire aux gens, appliquez. Maintenant, si vous répondez aux critères, ça va prendre moins de 6 mois. Quel est le problème du chef de l'opposition officielle d'être capable de donner des réponses rapides à des gens qui veulent venir au Québec? C'est quoi son problème? Question principale, monsieur le député de Pontiac. Merci, M. le Président. Imaginez un peu, M. le Président, vous avez un fils atteint de trisomie 21. Vous l'élevez, vous consacrez tout votre temps, toute votre énergie, tout votre amour à son mieux-être. À travers le peu de temps que vous avez, vous décidez de vous impliquer, d'essayer, tant bien que mal, d'améliorer la situation pour toutes les autres familles. Vous présidez la Société québécoise de trisomie 21, vous commencez à travailler sur un projet de résidence. Lors d'une campagne électorale, vous croisez la personne qui peut vous aider, celle qui deviendra ministre responsable des proches aidants. Elle vous écoute, elle vous rassure, elle se dit touchée par votre histoire, elle promet de défendre votre projet, elle insiste pour prendre une photo avec vous pour son fil Twitter, où elle inscrit qu'une telle résidence pourrait permettre le répit, l'hébergement. Et 4 mois plus tard, le projet est mort et enterré par cette même ministre. Vous sentiriez-vous trahi, Monsieur le Président? Comme Sylvain Fortin, diriez-vous, je me sens floué, humilié. Diriez-vous, on m'a utilisé pour se faire du capital politique. Diriez-vous, c'est de l'improvisation et du mensonge sur le dos de ceux atteints de trisomie? Madame la ministre responsable des aînés et des proches aidants. Monsieur le Président, j'ai beaucoup de compassion pour Monsieur Fortin. Il y a un enfant trisomique et on vit actuellement une nouvelle situation émergente des enfants trisomiques qui deviennent des adultes. C'est une question très importante. Le gouvernement est préoccupé par le vieillissement de la population et les proches aidants. Nous sommes en pleine rédaction d'une politique nationale des proches aidants. Il y a 8 maisons Gilles Carle qui sont en élaboration. J'ai parlé ici au député de Terrebonne et ministre de l'Économie concernant le projet de M. Fortin. Le projet était au ministère de la Santé et des Services sociaux. Il chemine actuellement au 6 de la Naudière. Il est en train d'être analysé et nous allons faire tout notre possible pour être en mesure de soutenir tous les parents qui ont des enfants lourdement handicapés. C'est ce que nous souhaitons ici et je demande à toute cette Assemblée de nous épauler parce qu'il faut s'élever au-dessus de la politique
pour être en mesure d'aider les parents, les proches aidants et les personnes qui vivent avec un handicap. Première complémentaire, Monsieur le député de Pontiac. C'était passé, Monsieur le Président, que son projet tombe à l'eau. M. Fortin se fait dire par le CIS que de l'argent, il n'y en a pas pour des nouveaux projets, que la situation des personnes vivant avec la trisomie 21 est plutôt satisfaisante. Puis le bout du bout, Monsieur le Président, en plein journal, l'attaché de presse de la ministre questionne si M. Fortin, le père d'un enfant atteint de trisomie 21, le président de la Société québécoise de la trisomie 21, s'il est vraiment représentatif de la communauté de la trisomie. C'est ça, un gouvernement proche du monde? Madame la ministre responsable des aînés et des proches aidants. Nous sommes en action depuis 4 mois concernant les proches aidants. Personne auparavant avait fait quoi que ce soit concernant les proches aidants, ou si peu. Si peu. C'est un phénomène très important. Oui, auparavant, quand j'étais en politique, on a mis un fonds de 200 millions pour les proches aidants. Absolument. Et oui, je me suis toujours préoccupée des proches aidants. Monsieur Fortin, nous allons analyser son projet. Il demande 70 lits à Terrebonne, plus 21 places dans un centre de jour. Il demande aussi que l'hébergement soit privé conventionné. Alors, il faut analyser cette situation afin de dire oui et regarder l'ensemble du réseau. Je suis certaine que le député de Lapinière... Deuxième question complémentaire, Monsieur le député de Pontiac. Merci, Monsieur le Président. Au-delà de la volte-face évidente de la ministre, au-delà de la trahison ressentie par M. Fortin, au-delà du fait que la ministre considère que son projet créerait un ghetto, que le ministre de l'Économie aurait peut-être trouvé un autre groupe pour porter le projet, que le CIS dit qu'il n'y a pas d'argent, au-delà de tout ça, il reste la réalité, le quotidien des gens atteints par la trisomie 21. Dans les derniers mois, ont-ils fait une seule action pour améliorer la qualité de vie de ces gens-là? Madame la ministre responsable des aînés et des proches aidants. Monsieur le Président, le député de Lapinière a déjà eu ce projet sur sa table. Il le connaît très bien. C'est pas d'hier que M. Fortin souhaite avoir une résidence pour accueillir à la fois les adultes... Soyez attentifs. Les adultes ayant une trisomie et les parents. Ce n'est pas la première fois. C'est une situation émergente, c'est-à-dire que c'est un nouveau phénomène de notre société. Et oui, il faut l'analyser correctement. Et oui, il faut accompagner les parents. Et oui, nous allons mettre en place des maisons des aînés et le concept, l'idéologie et la philosophie vous seront présentés prochainement. Et oui, nous allons tenir compte des enfants adultes trisomiques. Question principale. Je vous demande votre attention et votre collaboration, s'il vous plaît, pour qu'on soit attentif et aux questions et aux réponses. Dis-je bien, question principale. Madame la députée de Bourassa-Sauvé. Monsieur le Président, le Québec est en concurrence directe avec la Californie, Boston, New York, Paris, Londres, l'Australie pour aller chercher les meilleurs de la planète dans tous les domaines. En ce moment, notre gouvernement, qui se dit celui de l'économie, notre gouvernement qui est en pleine pénurie de main-d'œuvre, annule 18 000 demandes d'immigration, veut compliquer l'obtention de la résidence permanente, veut y apposer des conditions, risque de s'embarquer dans des chicanes avec Ottawa à cause de ça. Cela nuit évidemment à l'image du Québec. Quand les médias et les médias sociaux racontent les histoires de Français, de Belges, de gens de partout qui travaillent ici, qui payent leurs impôts, qui doivent tout recommencer, que notre système d'immigration est gelé jusqu'en juin, j'aimerais savoir comment la ministre des Relations internationales va convaincre les meilleurs talents à l'étranger de venir s'établir au Québec. Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, j'invite la collègue de Bourassa-Sauvé à avoir une discussion avec la députée de Notre-Dame-de-Grâce relativement au système d'immigration et au projet de loi qui avait été déposé par l'ancienne ministre de l'Immigration ici présente dans cette Chambre. Parce que vous savez, ce qui est important, là, c'est d'aller chercher les meilleurs talents qui correspondent aux besoins du marché du travail. La réalité actuellement, c'est que les gens attendent dans leur pays d'origine 2, 3, 4, 5 ans. Pensez-vous que ça répond aux besoins du marché du travail? Pensez-vous que lorsque vous allez en région, dans toutes les régions du Québec, avec tous les employeurs qui ont besoin de main-d'œuvre,
qui disent, écoutez, pour pouvoir maintenir les gens en région, pour pouvoir assurer la vitalité économique en région, ça nous prend des gens qui viennent travailler, qui viennent investir nos communautés. L'immigration peut être une solution, mais il faut réformer le système. Et vous n'avez pas eu le courage de le faire. Nous, ce qu'on fait, on prend la bonne décision, et surtout pour s'assurer que les gens qui sont sélectionnés, lorsqu'ils viennent au Québec, ils ne soient pas déçus, parce que trop longtemps, vous les avez laissés dans leur pays d'origine en leur mentant, en leur disant que ça ne correspondait pas. Monsieur le leader de l'opposition officielle. Monsieur le Président, loin de moi l'intention de nous ralentir encore une fois. Le collègue est ministre, il est leader du gouvernement, il connaît le règlement, il n'a pas le droit d'utiliser ces mots. Dites-lui, s'il vous plaît. Merci, monsieur le leader de l'opposition officielle. Effectivement, être prudent, il faut prendre la parole des députés. Vous connaissez très bien la règle, monsieur le leader du gouvernement. Je vous invite à l'appliquer également. Monsieur le Président, j'entends très bien le collègue de Lapinière. Oui. J'ai bien entendu aussi, dans les propos, s'il vous plaît, encore une fois, monsieur le député Lapinière, la même chose. On continue à être attentif, s'il vous plaît. On continue à être attentif et aux propos, s'il vous plaît. J'aimerais beaucoup qu'on puisse continuer. Je pense que les gens aussi, les sujets et les débats sont intéressants, dans le respect de nos règles et dans le respect des individus, bien sûr. Poursuivez pour quelques secondes, monsieur le ministre. Monsieur le Président, pensez-vous que le Québec est compétitif lorsqu'on laisse les gens, avant de venir au Québec, 5 ans avant d'attendre? Il faut s'assurer... Première complémentaire, Madame la députée de Bourassa-Sauvé. Monsieur le Président, c'est pas drôle, on ne rit pas de ça. Depuis jeudi dernier, moi et mes collègues avons reçu des centaines de témoignages de partout dans le monde, des enseignants, des ingénieurs, des gens qui avaient misé sur le Québec et qui, du jour au lendemain, voient leur projet complètement détruit. Quelle est la consigne de la ministre des Relations internationales, et j'appelle la ministre des Relations internationales, Monsieur le Président, à ses délégués et au personnel de mission qui devront répondre à ces milliers de personnes pour leur expliquer que... Monsieur le ministre de l'Immigration en réponse. Monsieur le Président, l'important, lorsqu'on est dans cette Chambre, c'est de bien renseigner les gens. Ce que la collègue de Bourassa-Sauvé fait, ce n'est pas du tout le cas. C'est très clair que ce qu'on fait, c'est de restreindre le délai pour lequel les gens pourront venir au Québec. À partir du moment où ils auront déclaré leur intérêt au Québec, ils vont pouvoir venir à l'intérieur de 6 mois pour répondre aux besoins de main-d'œuvre du Québec. Ça, respecter les gens en fonction de leur profil de compétences, en fonction du fait qu'ils occupent un emploi dans leur pays d'origine, qu'ils ont fait des études dans leur pays d'origine, il faut qu'il y ait une adéquation avec les besoins de main-d'œuvre qu'on a au Québec, puis il faut s'assurer qu'ils puissent occuper un emploi à la hauteur de leurs compétences au Québec. Ça, c'est avoir une approche respectueuse. Vous avez laissé accumuler un inventaire de 18 000 dossiers, vous en avez brisé des règles au Québec, vous vous retrouvez dans une situation où il y a des gens qui n'ont pas pu s'épanouir au Québec, c'est votre responsabilité. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Bourassa-Sauvé. Monsieur le Président, j'aimerais que le ministre sorte de la langue de bois et réponde à la question. J'aimerais que le ministre ou la ministre nous parle avec son cœur, parce que derrière ces 18 000 dossiers, il y a des gens profondément découragés. Qu'est-ce que le ministre ou la ministre répond à ce père haïtien, un enseignant de français qui avait fait du Québec son espoir, qui préparait son voyage pour le Québec pendant des années et qui apprend par Internet... Monsieur le ministre de l'Immigration, la réponse vous appartient maintenant. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, Madame la députée. On respecte les temps impartis, bien sûr. Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, dans le libellé de la question de la collègue de Bourassa-Sauvé, elle fait référence à un cas qui dit « Durant des années, cette personne-là qui voulait venir au Québec, qui voulait venir enseigner au Québec, il a préparé son séjour au Québec. » Elle l'a dit durant des années. Pourquoi est-ce que vous avez laissé les gens durant des années à l'étranger, alors qu'on a des besoins au Québec, alors que les gens veulent venir au Québec? Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure qu'ils viennent beaucoup plus rapidement pour répondre aux besoins du marché du travail. Et pour les gens qui sont sur le territoire québécois, et ça, vous ne l'avez pas dit alors que vous étiez au gouvernement, il y a un programme avec une voie rapide pour les gens qui parlent français et qui sont en emploi, qui peuvent être permanentisés à l'intérieur de 20 jours ouvrables. En terminant. Renseignez les gens comme il faut, c'est votre responsabilité aussi à vous en tant que député. Question principale, Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, depuis le dépôt du projet de loi 9, on assiste à une véritable campagne de peur des libéraux et de Québec solidaire. C'est désolant de voir ces deux partis faire de la politique sur le dos des nouveaux arrivants. C'est important de le dire et le premier ministre a raison, il n'y a personne qui sera expulsé demain matin. Il faut rassurer les gens, pas faire peur au monde.
Maintenant que c'est dit, pour le gouvernement, la moindre des choses serait de ne pas détruire les dossiers des personnes qui sont déjà au Québec, qui parlent déjà français et qui ont déjà un emploi. Nous connaissons tous la difficulté que nous avons à recruter des candidats qui maîtrisent le français et qui ont l'occasion de se trouver un emploi à la hauteur de leurs compétences. Quand nous les avons trouvés, nous ne pouvons pas nous permettre de leur envoyer un message négatif en annulant tout à coup leurs demandes. Est-ce que le ministre peut corriger son erreur et accepter de traiter les milliers de dossiers des personnes qui sont déjà intégrées à la société québécoise? Monsieur le ministre de l'Immigration. Alors, Monsieur le Président, je remercie la collègue de Marie-Victorin pour sa question. Effectivement, il y a des gens qui sont au Québec avec un statut temporaire actuellement, un permis fédéral, que ce soit le programme de travailleurs temporaires, que ce soit le PMI au niveau fédéral. Il y a des gens qui se retrouvent sur le territoire québécois, qui sont en emploi et qui parlent français et qui ont atteint un niveau 7 de français. Alors, je m'adresse à eux et c'est très clair depuis jeudi que j'invite tous les gens qui répondent aux critères du programme d'expérience québécoise à appliquer sur ce programme-là et à l'intérieur de 20 jours ouvrables, ils pourront recevoir leur certificat de sélection du Québec. Parce que les gens qui sont présentement en emploi, qui parlent français, qui sont bien intégrés, oui, nous souhaitons qu'ils s'établissent durablement au Québec. Et vous savez, si leur demande n'a pas été faite dans ce programme-là, honnêtement, c'est une problématique et ils ont été mal renseignés à l'époque par le précédent gouvernement. Donc, nous, ce qu'on va faire, et c'est l'objet du projet de loi 9 notamment, qu'on donne davantage de pouvoir de coordination au ministère de l'Immigration pour s'assurer d'avoir un parcours personnalisé, pour déployer les ressources, pour s'assurer de l'intégration, pour s'assurer de la francisation, parce que c'est terminé le temps où le ministère de l'Immigration ne joue pas son rôle. Désormais, il va jouer son rôle d'agent économique, d'agent d'intégration, et j'en suis fier. Première complémentaire, Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, c'est bien beau tout ça, mais le ministre de l'Immigration doit arrêter de faire comme s'il avait tout à coup révolutionné le système d'immigration avec son projet de loi 9. La vérité, c'est que le système avait été réformé sous l'ancien gouvernement. Il n'y a donc aucune raison pour jeter ces 18 000 dossiers à la poubelle autre que dorer ses propres statistiques. Je réitère ma demande. Peut-il au moins revenir en arrière pour les gens qui sont déjà au Québec? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, la question de la collègue de Marie-Victorin traite des dossiers qui sont au Québec. Donc, pour les gens qui sont sur le territoire québécois, pour ceux qui ont déposé leur demande au moment où ils étaient sur le territoire québécois, ça, c'est important de souligner le fait que ce ne sont pas toutes les personnes qui ont déposé leur demande alors qu'ils étaient au Québec qui se retrouvent encore sur le territoire québécois. Mais pour celles qui demeurent sur le territoire québécois, qui sont en emploi et qui parlent français, il y a une voie rapide, et je l'ai dit, c'est le programme d'expérience québécoise. Je vous invite à tous les membres de cette Assemblée à indiquer quelle est la voie à suivre pour s'assurer de pérenniser rapidement ces gens-là. Pour les gens qui ne correspondraient pas à ces deux critères-là du programme d'expérience québécoise, je les invite à déposer très rapidement leur demande dans le dossier ARIMA de façon à pouvoir les inviter en priorité. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, le problème, c'est que c'est totalement illogique de demander à des gens de refaire une demande que le ministère a déjà entre les mains. Plus de paperasse pour les immigrants, plus de paperasse pour les fonctionnaires. Au fond, ce que le ministre semble nous proposer, c'est de compliquer la vie de tout le monde, sauf la sienne. Pourquoi n'accepte-t-il pas notre compromis? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, je le répète à la collègue de Marie-Victorin, de façon à faire en sorte que les gens puissent demeurer au Québec et que leurs demandes soient traitées beaucoup plus rapidement. Parce que je suis convaincu, elle comme moi, elle souhaite que les gens se retrouvent dans une situation où le délai est le plus court possible pour les gens qui se retrouvent au Québec. J'ai vu des cas où les gens semblent se qualifier pour le programme d'expérience québécoise et ils ont été mal orientés. Ce qu'il faut faire, c'est qu'ils appliquent dans le programme d'expérience québécoise et sinon, s'ils ne se qualifient pas dans ce programme-là et qui sont au Québec, qui sont en emploi, mais qu'ils appliquent dans le dossier ARIMA et on va pouvoir les inviter en priorité de façon à faire en sorte qu'ils puissent continuer à travailler au Québec et surtout qu'ils puissent être permanentisés, ce que l'ancien gouvernement n'a pas fait avec les précédents. Question principale, Madame la chef du troisième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. Les ministres du gouvernement nous rappellent assez régulièrement que le 1er octobre dernier, les citoyens et citoyennes du Québec ont opté pour le changement avec la CAQ. Dans l'opposition, la CAQ voulait plus de transparence. Dans l'opposition, la CAQ voulait remettre aux Québécois et aux Québécoises les trop perçus d'Hydro-Québec. Dans l'opposition, la CAQ voulait remettre de l'argent dans le portefeuille des familles. On a souvent d'ailleurs entendu le premier ministre nous dire qu'il n'aurait jamais investi dans Cimenterie Port-Daniel. Pourquoi? Parce qu'un emploi qui revient à 1,5 million de dollars la job, ça fait cher.
Ce matin, on apprend qu'Amazon, l'entreprise de l'homme le plus riche du monde, va bénéficier de tarifs d'électricité très alléchants. On serait minimalement attendu à de la transparence, mais non, l'entente est secrète. Amazon, quant à elle, va créer seulement 50 jobs à Varennes avec son centre de données, tout en ayant, bien sûr, droit à des tarifs d'électricité plus bas que nos petites entreprises qui, elles, en arrachent. C'est ça, la vision du développement économique du gouvernement? C'est ça, l'angle économique du premier ministre? Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre est content de voir qu'Hydro-Québec va donner notre électricité à rabais au milliardaire Jeff Bezos pour 50 jobs? Monsieur le ministre responsable de l'Énergie et des Ressources naturelles. Oui, merci, Monsieur le Président. Écoutez, comme on l'a mentionné dès notre élection au gouvernement, on veut s'assurer que les surplus électriques d'Hydro-Québec soient utilisés à bon escient pour le développement économique. Alors, il y a des démarches, par exemple, pour tout ce qui est centre de données, où on voit des perspectives, effectivement, de développement économique. Et il n'y a pas d'entente secrète ici, là. Il y a un tarif qui s'appelle le TDE, tarif de développement économique, à 3,95 sous du kilowattheure, qui est prévu. Et naturellement, pour avoir droit à ce tarif-là, pour pouvoir y avoir accès, il faut faire certaines démonstrations en termes de développement économique, en termes de création d'emplois. Il y a des critères qui sont prescrits et naturellement, on est ouvert au centre de données, mais pour avoir droit à ce tarif qui est régi, on doit faire la démonstration à la fois de création d'emplois, de capacité électrique et de l'emplacement. Alors, toute discussion avec l'industrie devra répondre à ces critères-là, mais le tarif est prescrit à 3,95 sous du kilowattheure. La chef du troisième groupe d'opposition. C'est triste parce que ce pourquoi je m'adressais au premier ministre, c'est que c'est lui qui s'est vanté durant toute l'élection, durant les 4 années où on était assis ici, s'est vanté de la nécessité de transparence, etc. Les tarifs spéciaux, c'est pas qu'on est contre, mais pas pour des entreprises milliardaires. Il y a des citoyens qui se font débrancher leur électricité à toutes les semaines parce qu'ils n'arrivent pas à payer leur compte. Est-ce que le premier ministre trouve ça juste que cet argent-là serve à l'homme le plus riche du monde? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, je pense que c'est important qu'Hydro-Québec ait la possibilité de négocier avec des entreprises. Honnêtement, on n'a pas l'information de la liste des entreprises avec qui Hydro-Québec discute. Par contre, le principe qui est en jeu, c'est de dire si Hydro-Québec a une confirmation qu'il y a des retombées pour l'économie du Québec, bien oui, ces entreprises peuvent avoir accès à un tarif spécial. Mais il faut comprendre, d'abord, le Québec est en surplus. Deuxièmement, il y a des retombées positives. Donc, c'est une bonne chose de signer ce genre d'entente. Je ne sais pas là, exactement. Deuxième complémentaire, Madame la chef du troisième groupe d'opposition. Écoutez, dernièrement, on apprenait qu'il y avait une vingtaine de lobbyistes d'Amazon qui étaient à l'œuvre dans le gouvernement, d'ailleurs qu'ils l'étaient déjà dans le gouvernement précédent. Et en même pas un mois, l'entente est conclue et elle est secrète. On ne le sait pas pour le 3,95. Alors, ça ne semble pas très inquiéter le premier ministre. Alors, je vais poser la question à mes concitoyens. Trouvez-vous ça normal, vous, que notre argent serve à subventionner des entreprises milliardaires, dont notamment celle de Jeff Bezos? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, je suis quand même surpris. Là, la chef du troisième groupe d'opposition vient nous dire qu'Hydro-Québec a conclu une entente avec Amazon. Je ne sais pas d'où elle tient cette information, mais moi, je n'ai pas cette information. Par contre, tous les gouvernements dans le monde sont prêts à aider des entreprises à créer des emplois payants. Notre défi au Québec, c'est de créer des emplois à plus de 50 000 $. Donc, si l'entreprise arrive ici et est prête à créer des emplois payants, c'est bon pour le Québec. Je ne sais pas là, comment je peux l'expliquer mieux que ça. C'est bon pour l'économie du Québec.
Question principale, Monsieur le député de Néligan. Monsieur le Président, mardi dernier, nous avons parlé d'innovation régionale et de financement d'initiatives. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la réponse de la ministre a été aussi décevante que surprenante. En effet, il refuse de s'engager à offrir le soutien nécessaire et sa réponse a été comme un coup dur sur l'ensemble du réseau des pôles d'innovation en région. Permettez-moi donc de l'informer de ce qui s'est passé dans les derniers jours. Mercredi dernier, les représentants des 18 régions se sont rencontrés pour parler de l'avenir des pôles. Inutile de vous dire, Monsieur le Président, que les 12 régions qui n'ont pas reçu le financement déplorent profondément le désolant traitement qui leur a été réservé. Les directions des pôles en Abitibi, Laval, Estrie, Montréal, Québec, Laurentides ont même entamé des démarches et engagé des frais. Comment voulez-vous que des régions démontrent des résultats pour un programme si vous ne leur permettez même pas d'y avoir accès? Alors, Monsieur le Président, est-ce que la ministre peut nous confirmer que le financement pour les pôles d'innovation sera disponible pour les 12 régions qui n'ont pas encore reçu le financement, oui ou non? Madame la ministre déléguée au développement économique régional. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à informer mon collègue qu'à partir de la semaine prochaine, je vais entamer une tournée de l'ensemble des régions du Québec pour connaître l'avis de l'ensemble des acteurs. Je pense que dans ce dossier-là, ce qui est important, c'est d'avoir l'avis tant des municipalités, des acteurs de développement socio-économique, des acteurs de la société civile qui ont à cœur le développement de chacune des régions. Ce qu'on a pu constater, c'est que les pôles régionaux d'innovation sont démarrés sur les chapeaux de roue, sans vision, sans mission, sans orientation, sans lien clair avec le milieu. Ça a soulevé énormément de questions de la part de l'ensemble de la population, puis c'est ce qui nous préoccupe en ce moment dans ce dossier. On est conscient qu'il y a des gens mobilisés dans chacune des régions, ça va de soi. Toutefois, je suis curieux, je suis un peu préoccupée par le fait que les libéraux nous posent cette question-là, parce que pendant 15 ans, ils ont saccagé et abandonné les régions, entre autres en fermant les CLD, en fermant les conférences régionales des élus, en fermant l'aide aux jeunes via les forums jeunesse régionaux du Québec, toutes les instances. Excusez-moi, oui. Première complémentaire, Monsieur le député de Néligan. Le Président, je suis content de voir Madame la ministre reculer et que maintenant, c'est très important pour elle d'aller rencontrer l'ensemble des régions. C'est une très bonne idée aussi de rencontrer le pôle d'innovation en Mauricie, le DGE. Mais, Monsieur le Président, pas une fois, pas 2 fois, mais bien 3 fois que le réseau s'est vu refuser une rencontre. Et quand la ministre a accepté, elle l'a annulée quelques jours plus tard, en ne donnant aucune explication. Monsieur le Président, nous sommes à J-45 de la fin de l'année fiscale. Et il y a une urgence au niveau national de signer les ententes et libérer le financement pour les 12 régions restantes. Madame la ministre déléguée au développement économique régional. Pour nous, il va de soi que des sommes importantes doivent aller dans les régions. On a à cœur le développement économique de l'ensemble des régions et non uniquement de la région montréalaise ou de la région de Québec. Il doit y avoir une équité entre les régions et pour nous, ce principe est primordial. Dans cette perspective, par contre, on doit retravailler, on doit redéfinir les rôles, les responsabilités de l'ensemble des acteurs, puisque ceux-ci ont été déconstruits au cours des 15 dernières années, malheureusement, au Québec, ce qui a créé un flou. Les libéraux ont créé la loi 122 qui donnait le pouvoir du développement économique aux régions, et à côté, en parallèle, on développe les pôles régionaux d'innovation. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Néligan. Du Bas-de-Saint-Laurent, le directeur de développement économique, M. Bourque, a déjà entrepris les démarches pour mettre en place le pôle et que les démarches se poursuivent malgré l'incertitude. Clairement, Monsieur le Président, on dirait que la ministre ne souhaite pas rencontrer l'ensemble des pôles, alors je lui donne la possibilité de le faire cette semaine. Sinon, Monsieur le Président, je me verrai dans l'obligation de lui reposer la question, va-t-elle rencontrer tous les pôles d'innovation et libérer le budget le plus tôt possible? Madame la ministre déléguée au développement économique régional. Tel qu'annoncé hier, j'entreprends une tournée dès lundi. Je rencontre directement le pôle de la Mauricie, justement, DigiHub, les acteurs concernés, et je rencontrerai l'ensemble des acteurs concernés dans toutes les régions. J'ai déjà rencontré certains acteurs du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, de l'Île-de-la-Madeleine. J'ai rencontré aussi des acteurs fâchés des pôles d'innovation en Montérégie. Je pense que ça va être important d'entendre tout le monde dans ce dossier,
pas uniquement les personnes concernées. On a intérêt et on a à cœur le développement économique de l'ensemble des régions du Québec et pour ça, il faut impliquer tout le monde, chose que les libéraux n'ont pas fait en divisant les régions et ça, ce fut inacceptable. Question principale, Madame la députée de Gaspé. Monsieur le Président, la Gaspésie, c'est un milieu de vie extraordinaire qui fait de plus en plus l'envie des Québécois à la recherche d'un environnement sain en pleine nature, pour les adeptes du plein air, pour les familles et de plus en plus pour des entreprises innovantes qui attirent de nombreux talents. La Gaspésie, c'est également la destination privilégiée des touristes québécois et elle s'est hissée au 3e rang des plus belles destinations au monde. Le projet d'exploitation de pétrole de la compagnie albertaine Cuda Pétrole et Gaz présente de nombreux risques pour l'environnement, particulièrement pour les cours d'eau. Il est absolument aberrant d'entendre parler d'exploitation pétrolière et encore plus de forage horizontal prévu et de fracturation hydraulique non exclue dans l'écosystème ultra-sensible de la Gaspésie. Est-ce que le ministre de l'Environnement peut rassurer la population à l'effet qu'il s'opposera au projet d'exploitation de la compagnie albertaine Cuda Pétrole et Gaz? Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Oui, merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement n'a pas une vision dogmatique par rapport au développement des hydrocarbures. Le premier ministre a été très clair qu'il n'y aura pas de développement d'hydrocarbures sans l'acceptabilité sociale et sans le respect d'un environnement. Je tiens à rappeler que le cadre réglementaire qui vient d'entrer en vigueur au Québec en septembre dernier est très strict, a été développé pour répondre aux préoccupations du public, a été développé pour répondre aux préoccupations des municipalités. Donc, pour qu'un projet voit éventuellement le jour en Gaspésie ou ailleurs au Québec, on va devoir le faire la démonstration qu'il est conforme et qui répond à tout égard à la fois à la loi et au règlement sous-jacent. Alors, ça va se faire dans ce processus-là et on va veiller à ce que ça soit dans le respect des lois et des règlements. C'est comme ça qu'on doit travailler. Première complémentaire, Madame la députée de Gaspé. Oui, en parlant du premier ministre, il a lui-même confirmé son refus de la construction du projet Énergie-Est et il a parlé du pétrole sale de l'Alberta. J'aimerais souligner ici, Monsieur le Président, qu'il n'existe pas de pétrole propre. Il y a une énorme prise de conscience environnementale partout en Gaspésie et au Québec. Il est inconcevable de laisser évoluer le projet GALT, qui deviendrait le premier projet pétrolier au Québec. Est-ce que le ministre de l'Environnement peut nous dire pourquoi il veut souiller le territoire de la Gaspésie pendant 40 ans pour l'équivalent de 42 jours de consommation pétrolière au niveau actuel du Québec? Monsieur le ministre de l'Environnement. Oui, bonjour, Monsieur le Président. J'écoutais les propos de mon collègue et je pourrais répéter mot pour mot ce qu'il a dit. On s'est doté d'une réglementation et d'une procédure excessivement rigide et rigoureuse. On parle d'acceptabilité sociale, oui, on parle de respect des normes environnementales également, mais on parle surtout d'une procédure qui est loin d'être complétée à l'heure où on se parle. Et si éventuellement, parce que le mot important dans le dossier est éventuellement, si éventuellement ce dossier-là devait évoluer jusqu'à l'opération, la députée, la collègue pourrait être assurée que ça se fera dans les plus strictes règles environnementales existantes. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Gaspé. Il semble qu'on a un processus défaillant quand vient le temps de prendre des décisions. L'exploration a été autorisée, mais rien n'oblige à poursuivre l'analyse d'un tel projet. Si le gouvernement autorise un permis d'exploitation pour GALT, il ouvre la porte à d'autres compagnies. Il ouvre une deuxième porte aux dérogations quant à la proximité des cours d'eau, puis il ouvre une troisième porte à la fracturation hydraulique. Est-ce que les portes sont ouvertes pour certains lobbies plus puissants que la volonté de la population? Que faut-il au gouvernement pour mettre fin au projet d'exploitation des hydrocarbures en Gaspésie? Monsieur le ministre de l'Environnement. Je comprends la question de la députée, de la collègue, mais je la trouve particulière en toute franchise et en toute honnêteté. Elle connaît très bien le processus, elle connaît l'échéancier. Il y a une prochaine étape qui sera normalement franchie le 22 février prochain, donc dans quelques jours. Et c'est ce même parti qui, dans la même région, a tout fait pour développer le projet qui, encore à ce jour, est le plus polluant de l'industrie québécoise en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, cette conscience environnementale qu'aujourd'hui, dont elle fait la promotion, est difficile à concilier avec les engagements pris encore tout récemment par son propre parti.
Question principale. Madame la députée de Marguerite-Bourgeois. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je me lève encore une fois dans cette Chambre pour parler de santé mentale et je continuerai tant qu'il le faudra, car les enjeux de santé mentale sont immenses. Les jeunes consomment de plus en plus de médicaments. Les enjeux de stress, d'épuisement et de dépression font régulièrement les manchettes. On apprend encore hier matin que le CIUS de l'Est de l'île de Montréal doit créer une cellule d'urgence parce qu'un seul psychiatre est en congé maladie. En décembre, j'ai tendu la main pour tenir une commission parlementaire non partisane. Je la tends à nouveau. Il semblerait que la ministre soit séduite par une approche plus ciblée, plus courte, plus centralisée, tout à fait le contraire de notre suggestion. Pourquoi la ministre ne s'inspire-t-elle pas de sa collègue ministre de la Justice, avec qui nous menons actuellement des travaux fort intéressants, tenus de façon non partisane sur la question des violences sexuelles et conjugales? Pourquoi la ministre hésite-t-elle à accepter cette démarche de consultation parlementaire réclamée de tous? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Oui, Monsieur le Président, je remercie ma collègue de Marguerite-Bourgeois de me poser cette question dans un dossier extrêmement important. Et ce qui se passe actuellement au CIUS de l'Est de Montréal est le fruit des années du gouvernement libéral où est-ce qu'on a fragilisé des services de première ligne en santé mentale. On ne peut pas laisser la population attendre en liste d'attente. Il faut vraiment agir et nous, vraiment, on est là pour agir, pour régler ces problèmes et c'est ce que nous allons faire dans le dossier de la santé mentale. C'est sûr qu'on ne va pas attendre de faire des plans, des énormes plans, prendre un temps très grand pour faire des consultations. Nous allons faire des consultations, c'est sûr. Nous allons faire une démarche. Nous avons déjà commencé à faire cette démarche avec, par exemple, malheureusement, des parents endeuillés, une jeune femme endeuillée de sa mère au suicide. Nous allons continuer ces démarches auprès d'experts aussi, de consultation, mais nous allons vouloir régler des problèmes en accès aux services de santé mentale qui n'ont pas été réglés dans les nombreuses années. Première complémentaire, Madame la députée de Marguerite-Bourgeois. Les attentes sont très grandes, Monsieur le Président. Depuis que j'ai proposé de tenir cette consultation, les appuis pleuvent de partout au Québec. Des organismes et intervenants nous écrivent pour supplier, eux aussi, la ministre de s'engager dans cette démarche de discussion non partisane. Je vous tends à nouveau la main pour qu'on puisse faire un pas essentiel. Est-ce que la ministre peut répondre favorablement à tous ceux et celles qui réclament cette consultation? Je dépose d'ailleurs la liste et les lettres de plus de 70 organismes qui ont écrit pour appuyer ma demande. Consentement des documents acceptés. Documents déposés. Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Oui, Monsieur le Président, nous allons certainement faire une démarche très attendue par le milieu en santé mentale. Elle est déjà commencée, mais nous allons aussi vouloir régler des problèmes urgents qu'il y a actuellement dans le domaine de la santé mentale. L'accès, par exemple, aux services de première ligne. Nous sommes aussi à pied d'œuvre dans l'Est de Montréal pour régler le problème qu'il y a actuellement et qui a été causé par une fragilisation des services de première ligne en santé mentale. Nous allons régler ces problèmes. Nous allons être à l'écoute des experts, des personnes touchées et des proches aidants dans le dossier de la santé mentale. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Marguerite-Bourgeois. Je sais que tous les élus ici dans cette enceinte sont sensibles aux enjeux de santé mentale, y compris pour nous-mêmes et nos proches. Soyons empathiques et solidaires des milliers de gens qui souffrent et qui appellent à l'aide. Monsieur le Président, il y a deux options pour la ministre. Soit elle est une actrice importante de cette mobilisation, soit elle choisit d'être une simple spectatrice de cette démarche. Ma question est claire. Est-ce que la ministre va appuyer notre demande, oui ou non? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Oui, Monsieur le Président. Comme je le disais la semaine dernière en période de questions, c'est une approche que nous souhaitons transpartisane. Nous avons eu l'occasion d'ailleurs d'échanger là-dessus, ma collègue de Marguerite-Bourgeois et moi-même. Alors, c'est certainement une démarche transpartisane que nous allons faire, mais nous allons assurer la population que nous allons consulter, effectivement, des groupes qui sont impliqués en santé mentale, des proches aidants, des personnes touchées, mais nous allons aussi agir et faire en sorte que les gens qui en ont besoin aient accès à des services de santé mentale, certainement en première ligne,
et en deuxième ligne également. Mais l'accès pour nous et l'action, c'est vraiment le fer de lance de notre gouvernement. Question principale, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci, Monsieur le Président. Alors, hier, je me suis levée en cette Chambre pour demander au ministre de l'Immigration de traiter les 18 000 dossiers qui touchent plus de 50 000 personnes. Aujourd'hui, on a une motion qui va exactement en ce sens. Mais où est la logique, Monsieur le Président? Le ministre va prendre 19 millions de dollars pour jeter des dossiers à la poubelle. Le ministre va prendre les 19 millions de dollars pour dire non par courriel ou par téléphone. En fait, il va prendre 19 millions de dollars pour absolument rien. Le 29 janvier dernier, le premier ministre du Québec a déclaré la chose suivante. Ces 18 000 dossiers vont devoir être traités avec les anciennes règles. Monsieur le Président, je n'ai qu'une question pour le ministre de l'Immigration. Que vaut la parole du premier ministre du Québec sous un gouvernement caquiste? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, c'est important de dire les faits exacts et les vrais faits. 19 millions de dollars, le remboursement, il provient de où? Des gens qui ont déposé leur demande. Il s'agit d'un remboursement de leur propre argent. Je comprends que du côté des libéraux, on aurait voulu garder l'argent des gens qui avaient appliqué puis le garder dans leur poche, mais ça leur appartient. Pour ce qui est des dossiers, Monsieur le Président, on a invité les gens à déclarer leur intérêt à venir au Québec dans le système ARIMA pour répondre aux besoins du marché du travail. Avant Noël, Monsieur le Président, la collègue de Saint-Henri-Sainte-Anne se levait et me disait « Il y a une pénurie de main-d'œuvre au Québec, il faut répondre à la pénurie de main-d'œuvre qui a été causée notamment par la mauvaise prévision économique du gouvernement libéral durant 15 ans. C'était prévisible depuis 2002. Vous devriez le savoir. On répond à cette pénurie de main-d'œuvre-là. On modernise notre système d'immigration. Faites œuvre utile. Travaillez avec nous en collaboration pour adopter rapidement le projet de loi 9. Ça va aider les immigrants, ça va aider le Québec. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales. Merci de votre collaboration.